Bon, pour finir ce chapitre, j'apporte une analyse critique de l'enseignement du management stratégique. Alors c'est hors programme pré-bac. Malheureusement, je dirais que l'enseignement du management stratégique date un petit peu, et il date d'il y a plus de 30 ans, 34 ans, et ce n'est plus vraiment dans la réalité d'aujourd'hui. C'est certain que Michael Porter et Ansoff avant lui ont apporté une analyse stratégique révolutionnaire. Donc, dans son bouquin L'avantage concurrentiel, qui a été publié en 86, donc il y a 34 ans, il a apporté des nouvelles références et des nouvelles grilles de lecture qui ont permis vraiment de décoder, d'analyser la réflexion stratégique. Mais 30 ans après, Porter et sa Bible sont l'image de très nombreux marchés, renversés, piétinés, et on peut considérer son approche comme, dans beaucoup de secteurs, comme étant une approche un peu has-been. Là, si on revoit rapidement les dernières années, donc avant Porter, et à la fin de... En fait, pour comprendre un petit peu comment on en est arrivé là, donc les années 30, il y a eu la notion d'industrialisation de masse qui donnait des stratégies de spécialisation. Dans les années 50 débutent les 30 glorieuses où on va sur des stratégies de croissance interne-externe. À la fin des années 70, là, le choc économique a revisité donc les modèles économiques à cause des turbulences environnementales, et donc il y a une financiarisation de l'économie, et on est arrivé à des stratégies corporate de diversification. Dans les années 80, c'est l'économie japonaise qui a le vent en poupe et qui a développé les concepts de qualité et de culture d'entreprise, et qui aussi se questionne sur le rôle des parties prenantes. De là émerge la notion d'avantage concurrentiel avec des analyses industrielles et des stratégies génériques de domination par les coûts et de différenciation. Donc voilà, jusqu'à la fin des années 90, on va dire que tout va bien. Mais maintenant, on est quand même en 2020, on est 34 ans plus tard, et ce modèle ne s'adapte pas vraiment bien au modèle d'économie actuelle, où la notion d'avantage concurrentiel durable n'est plus forcément recherchée. On recherche au contraire la dynamique, la souplesse, l'agilité, et on est sur des avantages concurrentiels non durables. Donc la notion de turbulence environnementale est au final une dynamique de marché, et ce qui compte, c'est les ruptures technologiques. Et ça va rendre rapidement caduques des forteresses stratégiques qui sont représentées et symbolisées par l'avantage concurrentiel. Quand on regarde les futures technologies qui vont, les futures ruptures technologiques qui vont arriver, comme l'intelligence artificielle, la mobilité, les analyses de données, puisque avec la mobilité, on est de plus en plus à produire des datas, et donc il y a ces datas qu'il faut analyser, qui renversent totalement les logiques d'études de marché, plus le cloud, on va vers en fait des avantages concurrentiels qui sont non durables, et on l'a vu déjà par le passé. On est donc dans un système de chrono-compétition, et en particulier ce qu'on appelle de chrono-innovation. Donc ça redéfinit les règles, et ça sort la logique du jeu concurrentiel comme on la faisait avant et comme elle était donnée par Michael Porter. Donc terminer le Big is Beautiful, place à des nouveaux entrants qui vont disrupter le marché et vont mettre en quelques mois un prototypage d'un modèle économique qui vont mettre à terre les modèles de business classiques. On le voit par exemple avec l'arrivée de Airbnb, eh bien comment Airbnb a complètement, avec son modèle économique et une nouvelle offre de marché, a complètement mis à terre le marché, disons, classique de l'hôtellerie. On le voit aussi dans ces exemples-là, on parle d'ubérisation, la notion de plateforme, mais bon, on peut parler de Facebook, d'Alibaba, de Airbnb, du Bitcoin. C'est des nouvelles règles de compétition, et c'est ce que définit Richard Daveny, et donc à mon avis l'auteur qui est le plus en vogue actuellement, c'est plus Richard Daveny que Michael Porter, qui a un modèle qui est complètement dépassé.
Donc là, on est sur des effets de surprise, on est sur l'hypercompétition, on est sur de la guérilla économique, et avec des effets de surprise permanentes et des changements brutaux des règles du jeu. Si on regarde Google, qui aurait pu imaginer que Google, moteur de recherche à l'origine, devienne menaçant auprès des producteurs d'électricité mondiaux, et que Google fournit sa propre électricité, comme on peut le voir ici, avec une base d'électricité solaire et 5 qui vient des éoliennes. Et quand on regarde en fait les différents acteurs de producteurs d'énergie, eh bien on voit que le département de défense est vraiment très en dessous par rapport à ce que peut consommer et produire Google, puisqu'ils sont à la fois producteurs et consommateurs. Donc on est dans des nouvelles règles du jeu, et on l'a, là c'est pour vous dire à quel point on est décalé de porteurs. C'est-à-dire que là on est passé dans les années 90 avec l'arrivée d'Internet et la notion de volatilité du marché de l'emploi, sur une meilleure analyse des ressources et des compétences, et la mise en place de la GPEC. Et donc on a une approche par les ressources, et on est sur la logique d'apprentissage organisationnel. Dans les années 2000, qui est là l'avènement de la mondialisation et de l'externalisation, on est vers des logiques de stratégie relationnelle, d'innovation, de se recentrer sur vraiment l'innovation, et on est sur la chronocompétitivité. Et depuis, de 2010 à maintenant, on est sur la chrono-innovation, et on est à la recherche d'innovation disruptive, on est dans l'hypercompétition, et c'est l'exploitation des technologies de l'information qui sert à renforcer l'accessibilité au marché. Et donc on parle depuis 10 ans de notion d'ubérisation, mais on est sur des différenciations structurelles où des petites structures organiques et très agiles peuvent menacer des grandes entreprises classiques. On le voit avec les inventions comme Tesla ou SpaceX, donc du même inventeur, puisque c'est toujours le même créateur qui est derrière cette disruption. On voit quand même que SpaceX a en quelques années révolutionné complètement la notion de conquête spatiale, et est venu menacer les programmes comme Arianespace ou comme ceux de la NASA.